braves gens, bonsoir. Et bienvenue dans Horrifique Histoire. Et ce soir, dans Horrifique Histoire, je vais vous conter le procès pour meurtre, une nouvelle de Charles Dickens. Braves gens, bonne écoute. J'ai toujours été frappé de constater à quel point le courage fait défaut, y compris aux gens les plus intelligents ou les plus cultivés, lorsqu'il s'agit de se confier sur des expériences psychiques liées au surnaturel. Presque tous craignent de s'exposer aux soupçons ou au rire si jamais ils se hasardaient à raconter une expérience de ce type qui n'éveille ni parallèle ni écho dans la vie psychique de leur interlocuteur. Un voyageur honnête qui aurait vu quelques créatures fantastiques du genre des serpents de mer n'aurait aucune réticence à l'évoquer. Mais ce même voyageur eût-il ressenti un pressentiment, un instinct, un rêve, une divagation étrange, ou ce que l'on nomme vision, ou encore toute autre impression psychique paranormale, hésiterait longtemps avant de l'avouer. Et je suis convaincu que le mystère entourant ces questions provient en bonne partie de ses craintes. Nous racontons ces expériences subjectives bien plus rarement que nos rencontres avec des phénomènes objectifs. Et, par conséquent, l'ensemble des expériences dont nous avons connaissance dans ce domaine nous paraissent extraordinaires. Et à vrai dire, le sont. Puisque nous manquons terriblement de témoignages. Je n'ai, cela dit, strictement aucune théorie à construire, contredire ou défendre avec les événements que je m'apprête à raconter. Je connais l'histoire du libraire de Berlin. J'ai étudié le cas rapporté par Sir David Brewster de la femme de l'astronome royal, aujourd'hui décédé. Et j'ai suivi dans ses moindres détails un cas encore plus remarquable d'illusion spectrale survenue dans mon propre cercle d'amis. Un cas, lequel il est sans doute bon de signaler que la victime de l'illusion
une femme, n'entretenait avec moi aucun lien de parenté, ni de près, ni de loin. L'hypothèse qui verrait là quelques-uns, mais quelques-uns seulement, des éléments éclairant ce qui m'est arrivé, serait erronée et totalement dénuée de fondement. Mon cas ne peut découler de capacités particulières dues à l'hérédité. Je n'avais jamais eu d'expérience de ce genre auparavant, ni n'en ai eu depuis. Il y a un certain nombre d'années, la date a peu d'importance. Un meurtre fut commis en Angleterre, qui fit grand bruit. Nous entendons tellement parler de meurtriers, et ceux-ci rivalisent tellement entre eux pour atteindre des sommets d'atrocité, que, si je le pouvais, je préférerais enterrer le souvenir de cette brute-là, tout comme son corps est enterré à la prison de Newgate. Aussi, m'abstiendrai-je soigneusement de donner tout indice concernant l'identité de ce criminel. Lorsque le meurtre fut découvert, aucun soupçon ne se porta sur l'homme qui comparut plus tard devant la justice. Ou plutôt, devrais-je dire, car je ne saurais être trop précis dans mon récit des faits, aucun indice ne révéla au public que cet homme était soupçonné. Et la presse n'ayant pas mentionné ce personnage, il est strictement impossible que les journaux aient pu le décrire. C'est là un point crucial qu'il faudra garder en tête. En ouvrant le journal, un matin à l'heure du petit déjeuner, j'y trouvais le récit de la découverte du meurtre. Et, captivé, je le lus avec grande attention à 2 reprises, si ce n'est 3. Le meurtre avait été perpétré dans une chambre et, à l'instant où je reposais mon journal sur la table, je crus voir cette chambre filer comme l'éclair, ou comme une flèche ou un trait fulgurant, je ne sais comment dire, car je suis incapable de trouver les mots pour décrire exactement ce que je ressentis. Je crus voir cette chambre filer comme l'éclair, à travers ma propre chambre, tel un mirage qui se dessinerait sur le flot impétueux d'un torrent. La vision ne dura qu'un quart de seconde. Et pourtant, l'image était parfaitement claire. Si claire que je pus observer distinctement et avec un sentiment de soulagement qu'aucune trace du corps n'apparaissait sur le lit. L'endroit où je fus pris de cette sensation étrange n'avait rien d'exotique, puisqu'il s'agissait d'un meublé que j'avais loué à Piccadilly, non loin du croisement avec St. James Street, un quartier que je ne connaissais pas. J'étais alors dans mon fauteuil, et la sensation qui m'assaillit s'accompagna d'un tremblement inexplicable qui déplaça le fauteuil. Mais
Il faut reconnaître que celui-ci se mouvait aisément car il était monté sur roulette. Je me rendis à l'une des 2 fenêtres de la pièce, qui était située au second étage, pour reposer mes yeux fatigués en contemplant en contrebas l'agitation sur Piccadilly Avenue. C'était une matinée d'automne ensoleillée, et la rue était pleine d'une effervescence joyeuse. Sous mes yeux, le vent arracha aux arbres du parc une pluie de feuilles mortes, dont une rafale se saisit pour les envoyer tournoyer en une haute colonne. Puis, la colonne se défit, les feuilles se dispersèrent, et je vis, de l'autre côté de la rue, 2 hommes qui couraient l'un derrière l'autre en direction de l'est. Le premier des 2 jetait de fréquents coups d'œil par-dessus son épaule en direction du second qui, une trentaine de pas derrière, brandissait le poing droit comme pour le menacer. Ce qui attira mon attention fut tout d'abord l'étrangeté de ce geste de menace ininterrompu en un lieu aussi public. Puis le fait, encore plus frappant, que personne n'y prêta la moindre attention. Les 2 hommes se faufilèrent parmi les autres passants avec une agilité improbable. De la part de piétons sur un trottoir, sans que personne, du moins ce que je pouvais voir, ne se pousse pour les laisser passer, ni ne les touche ou les regarde. Au moment où ils passaient sous ma fenêtre, les 2 hommes levèrent les yeux vers moi. À ce moment-là, je vis leurs 2 visages très distinctement, et je sus que je pourrais les reconnaître où qu'ils fussent. Sans même avoir fait l'effort de les dévisager précisément, je notai que celui qui courait devant avait une allure particulièrement sombre, et que le second avait le teint brouillé et cireux. Étant célibataire, toute ma domesticité se réduit à mon valet et à sa femme. Je suis employé dans une agence bancaire et j'aimerais bien que mes responsabilités de chef de service y soient aussi légères que le public se l'imagine. Mais cet automne-là, ces responsabilités me retenaient en ville, alors que j'avais besoin de changer d'air. Sans vraiment être malade, je ne me sentais pas bien. Je laisse à mon lecteur le soin d'interpréter, comme il le pourra, mon sentiment d'épuisement, les effets déprimants d'une vie monotone, auxquels s'ajoutaient quelques légers symptômes de dyspepsie. Je cite ici les termes utilisés par mon médecin, un homme réputé que j'ai sollicité à ce sujet, et qui m'assure noir sur blanc que c'est là tout le diagnostic que requiert vraiment mon état de santé actuel. Les circonstances du meurtre, peu à peu mises au jour, enflammaient toujours plus l'esprit du public. Mais quant à moi, je faisais tout mon possible pour les ignorer et me tenir à l'écart de l'excitation générale.
Je savais toutefois que l'assassin présumé avait été accusé de meurtre avec préméditation et incarcéré à la prison de Newgate en attendant son procès. Je savais aussi que ce procès avait été reporté à la session suivante de la cour d'assises de Londres pour soupçon de partialité de l'opinion publique et pour accorder le temps nécessaire à la préparation de la défense. Il n'est pas improbable, quoique j'en doute en fait, que j'ai également su à quel moment, approximativement, aurait lieu la session à laquelle était reporté le procès. Mon salon, ma chambre et ma salle de bain se trouvaient tous au même étage. Et la salle de bain n'est accessible que par la chambre. Il y a, c'est vrai, une porte dans cette salle de bain qui menait anciennement à l'escalier. Mais lors de travaux remontant à bien des années déjà, ma baignoire a été installée en partie devant cette porte. Et à la même époque, dans le cadre de ces mêmes aménagements, la porte a été condamnée et tapissée. Un soir, très tard, j'étais dans ma chambre, occupé à donner des directives à mon valet avant qu'il aille se coucher. Je faisais face à la seule porte communiquant avec la salle de bain, qui était fermée, et à laquelle mon valet tournait le dos. Alors que je lui parlais, je vis la porte s'ouvrir. Un homme passa la tête et me fit un signe aussi éloquent que mystérieux. C'était l'homme au teint cireux qui pourchassait l'autre le long de Piccadilly Avenue. Immédiatement, après m'avoir fait signe, l'apparition disparut en refermant la porte sur elle. En 2 enjambées, je traversai la chambre, ouvris la porte de la salle de bain et examinai les lieux à la lumière de la chandelle que j'avais alors en main. Tout au fond de moi, j'aurais été surpris d'y trouver un signe de vie. Et en effet, la pièce était vide. Conscient de la stupéfaction de mon valet derrière moi, je me tournai vers lui en lui disant « Derrick, vous ne le croirez pas, mais je viens de voir de mes propres yeux. Hein. » Et comme à cet instant, je lui posai la main sur le cœur, il tressaillit et se mit à trembler de tous ses membres en disant « Oh pardieu, monsieur, oui, un mort qui vous faisait signe !» Il se trouve que ce John Derrick me sert de valet fidèle et dévoué depuis plus de 20 ans. Et je doute fort qu'il ait perçu quoi que ce soit ou qui que ce soit avant que je ne le touche. Le changement qui survint en lui à ce moment précis fut si extraordinaire que je suis convaincu que c'est moi qui, de quelque manière occulte,
lui ait transmis cette impression. Je lui demandai de m'apporter une bouteille de cognac, lui en servis un petit verre et ne fut pas mécontent de pouvoir moi aussi m'en verser un. Je gardais le silence sur tout ce qui avait précédé les événements de cette nuit-là. En y repensant, j'étais sûr et certain que je n'avais jamais vu ce visage auparavant, à la seule exception de l'épisode de Piccadilly. En comparant l'expression de l'homme qui m'avait fait signe depuis la porte de ma chambre avec celle qu'il avait lorsqu'il avait levé les yeux vers ma fenêtre, j'en vins à la conclusion qu'il avait tout d'abord voulu fixer son visage dans ma mémoire, pour être bien sûr que je le reconnaîtrais ensuite, instantanément. Je passais une nuit agitée. Même si j'étais certain, sans bien savoir pourquoi, que l'apparition ne reviendrait pas. Au petit jour, je sombrais dans un profond sommeil, dont me tira John Derrick en s'approchant de mon lit pour m'apporter un document. Celui-ci avait, semble-t-il, provoqué une altercation à la porte entre le messager et lui. C'était une convocation à siéger comme juré lors de la prochaine session de la cour d'assises de l'Old Bailey. Jamais encore je n'avais été assigné à siéger comme juré. John Derrick le savait bien, et il pensait, je ne sais toujours pas s'il avait raison en cela ou non, que ce type de juré était en principe désigné parmi des gens moins distingués que moi, de sorte qu'il avait tout d'abord refusé de transmettre cette convocation. Le messager avait pris la chose très froidement, disant qu'il se moquait bien de savoir si je siégerais ou non. Il n'était là que pour apporter la convocation, et je pouvais en faire ce que je voudrais, à mes risques et périls. Cela ne le concernait pas. Pendant un jour ou deux, je ne sus si je devais accepter cette convocation ou ne pas y donner suite. Rien, à ce que je sache, aucun préjugé, aucune influence, aucune attirance mystérieuse ne me faisait incliner dans un sens plutôt que dans l'autre. De cela, je suis absolument certain, comme de tout ce que je raconte ici. En fin de compte, je décidai d'aller au procès, juste pour rompre la monotonie de mon existence.
La matinée fixée pour la comparution était une matinée de novembre au froid piquant. Le brouillard dense et brun qui enveloppait Piccadilly s'obscurcit encore et se fit affreusement oppressant une fois que j'eus passé Temple Bar en direction de l'Est. Mais je découvris que les couloirs et les escaliers du tribunal étaient éclairés par un flamboiement de lumière au gaz, de même que la salle d'audience. J'ai l'impression que, jusqu'au moment où des policiers me firent entrer dans cette célèbre salle de tribunal et que je vis le monde qui s'y pressait, j'ignorais que le meurtrier allait être jugé ce jour-là. J'ai l'impression que, jusqu'à ce que l'on m'aide ainsi à me frayer péniblement un chemin dans la célèbre salle de tribunal, j'ignorais à laquelle des deux audiences du jour j'étais convoqué. Mais il ne faudrait pas prendre cela pour des affirmations catégoriques. Car sur aucun de ces deux points, je ne suis pleinement convaincu. Je pris place dans le box des jurés et observai la salle du mieux que je pus à travers le lourd brouillard auquel se mêlait la respiration du public. Je vis dehors une brume noire qui semblait tendre un rideau opaque au travers des hautes fenêtres. J'entendis les bruits de roues assourdis par le mélange de paille et de sciure de bois répandus sur la chaussée. J'entendis aussi la rumeur des badauds attroupés que perçait de temps à autre le bruit strident d'un sifflet ou le son plus vigoureux d'un chant ou d'une acclamation. Bientôt, les juges, au nombre de 2, entrèrent et prirent place. Dans la salle, le brouhaha fit place à un silence glaçant. On donna l'ordre d'amener le meurtrier à la barre, ce qui fut fait. Et à cet instant même, je reconnus le premier des 2 hommes que j'avais vus courir le long de Piccadilly. Si l'on avait appelé mon nom à ce moment-là, je doute que j'eusse été capable d'articuler un son. Mais 6 ou 8 membres du jury furent appelés avant moi, après quoi je fus en mesure de répondre « Présent ». C'est à ce stade que se présentent les faits troublants. Au moment où je prenais place, le prisonnier, qui regardait la scène avec attention mais sans manifester d'inquiétude, devint soudain très nerveux et fit signe à son avocat. Comme le prisonnier voulait très clairement récuser ma présence, il y eut une pause durant laquelle l'avocat, la main sur le banc des accusés, murmura quelque chose à l'oreille de son client, puis hocha la tête. J'appris plus tard, de la bouche de l'avocat lui-même, que le prisonnier lui avait alors dit, sur un ton paniqué, « Il faut à tout prix récuser ce juré !» Mais, comme il refusait de dire pourquoi, et qu'il était bien forcé d'admettre
que c'est en l'entendant prononcer qu'il avait appris mon nom. Rien ne fut fait en ce sens. Parce que je tiens, comme je l'ai déjà dit, à éviter de réveiller le souvenir malsain de ce meurtrier, et aussi parce qu'un récit détaillé de ce long procès ne serait d'aucune utilité particulière pour mon histoire, je m'en tiendrai strictement aux incidents en lien direct avec ma propre expérience, fort troublante, de ces 10 jours et 10 nuits que dura la comparution. C'est à cette expérience, et non à celle du meurtrier, que je veux intéresser le lecteur. C'est à celle-ci, et non à un épisode des chroniques pénitentiaires de Newgate, que je veux qu'il prête attention. Je fus désigné comme premier juré. Au matin du 2e jour de procès, après avoir entendu 2 heures de déposition, si je me fie aux cloches que j'entendis sonner dans la ville, je réalisais, en jetant un regard sur notre assemblée, que j'étais bizarrement incapable de compter les jurés. Effleurant le bras du juré assis juste à côté de moi, je lui demandai à voix basse: « Auriez-vous l'obligeance de compter les jurés présents ?» Il eut l'air surpris par ma demande, mais tourna la tête et se mit à compter. « Mais, fit-il brusquement, nous sommes très... Non, c'est impossible, mais non, nous sommes 12. Selon mes décomptes, ce jour-là, nous étions toujours le bon nombre, pris un à un. Mais lorsque l'on recomptait l'ensemble des présents, il y en avait toujours un de plus. Aucune vision, aucune apparition ne permettait d'expliquer cela, mais le pressentiment montait en moi que l'apparition allait à coup sûr se présenter. Les jurés étaient logés à la London Tavern. Nous dormions tous dans une vaste pièce, sur des tables placées côte à côte, sous la surveillance continue d'un policier sous serment chargé de nous garder au secret. Je n'ai aucune raison de cacher le véritable nom de ce policier, car il était intelligent, aussi courtois que serviable et, comme je fus heureux de l'apprendre, très respecté dans la City. Il était de compagnie agréable, avait le regard pénétrant, une impressionnante moustache noire et une belle voix puissante. Il s'appelait Harker. Le soir, en regagnant nos 12 lits, nous avions l'habitude de tirer celui de M. Harker en travers de la porte. La 2e nuit,
n'ayant pas sommeil et voyant M. Harker assis sur son lit. Je vins le rejoindre et lui offris une pincée de tabac à priser. En se servant, il toucha la main dans laquelle je tenais la blague. Fut parcouru d'un frisson étrange et dit : « Qui va là ? » En suivant son regard vers le fond de la pièce, je vis à nouveau l'apparition à laquelle je m'attendais. Celle du second des deux hommes que j'avais vus se pourchasser sur Piccadilly. Je me levai et fis quelques pas dans sa direction, puis m'arrêtai et me tournai vers M. Harker. Mais celui-ci se mit à rire et dit sur un ton léger et parfaitement détaché : « J'ai cru un instant que nous avions un 13e juré qui cherchait un lit, mais je vois que c'était un reflet projeté par la lune. » Sans rien révéler à M. Harker, je l'invitai à faire quelques pas avec moi vers le fond de la pièce pour pouvoir surveiller ce que faisait l'apparition. Celle-ci alla se placer quelques instants au bord du lit de chacun des 11 autres jurés, à la hauteur de son visage, et toujours du côté droit du lit, qu'elle contournait ensuite par le pied pour s'approcher du lit suivant. D'après ses mouvements de tête, elle semblait se contenter de regarder pensivement chacun des jurés endormis. Elle ne regarda ni vers moi, ni vers mon lit, placé à côté de celui de M. Harker. Finalement, elle parut s'évaporer à travers une haute fenêtre, par où entrait le clair de lune, comme si elle avait gravi un escalier jeté à travers les airs. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il s'avéra que tous ceux qui étaient là, à l'exception de moi-même et de M. Harker, avaient rêvé, cette nuit-là, de l'homme assassiné. Je savais maintenant, avec autant de certitude que s'il était venu m'en apporter le témoignage direct, que c'était ce trucidé, si je puis dire, que j'avais vu poursuivre l'autre le long de Piccadilly Avenue. Mais en fait, son témoignage direct me fut bel et bien apporté dans des circonstances totalement inattendues. Au 5e jour du procès, alors que l'on arrivait à la fin de l'accusation, on produisit comme pièce à conviction un portrait en miniature de la victime qui avait disparu de sa chambre. On en avait constaté la disparition au moment de la découverte du crime,
et on l'avait retrouvé dissimulé à un endroit où le meurtrier avait été vu occupé à creuser. Le témoin, dont on entendait alors la déposition, ayant formellement reconnu cette preuve, on fit circuler le portrait sur le banc des magistrats avant qu'il ne redescende pour examen parmi les membres du jury. Comme l'un des assesseurs en toge noire se dirigeait vers moi, je vis la silhouette de l'homme qui pourchassait l'autre à Piccadilly bondir subitement de la foule, arracher la miniature des mains de l'assesseur et me la remettre de ses propres mains, en disant d'une voix sourde et caverneuse, avant que je puisse ouvrir le médaillon pour voir le portrait. J'étais encore jeune. Mon visage ne s'était pas encore vidé de tout son sang. La silhouette s'insinua alors entre moi et le juré à qui j'allais faire passer la miniature. Puis entre celui-ci et le juré auquel il aurait pu à son tour la faire passer, et ainsi de suite à travers toute l'assemblée des jurés, jusqu'à ce que le portrait me revienne en main. Aucun des jurés, cependant, ne décela quoi que ce soit. À table, et plus généralement lorsque nous étions sous la surveillance de M. Harker, nous avions bien sûr, depuis le début du procès, débattu longuement des audiences de chaque journée. En ce 5e jour, comme le réquisitoire était clos et que nous avions fait le tour de cette question dans ses moindres détails, nos débats furent plus graves et plus houleux. Il y avait parmi nous un membre du conseil paroissial, le plus parfait imbécile que j'ai jamais vu en liberté, qui opposait à toutes les preuves parfaitement irréfutables les objections les plus ridicules, soutenues en cela par deux ventres mous vivant au crochet de la paroisse. Tous trois représentaient une institution tellement rongée par des passions fiévreuses qu'ils auraient eux-mêmes dû comparaître en procès pour 500 meurtres. Juste comme ces idiots mal intentionnés débattaient de la manière la plus virulente aux alentours de minuit, à l'heure où certains d'entre nous se préparaient à se coucher, je vis à nouveau l'homme assassiné. Il se tenait derrière eux et me faisait signe, l'air sombre. À l'instant même où je m'approchais pour me mêler à la conversation, il disparut. Ce fut le début d'une série de différentes apparitions, confinées à cette longue pièce dans laquelle nous étions nous-mêmes confinés. Chaque fois qu'un petit groupe de mes compagnons jurés tombait d'accord, je voyais parmi eux la tête de l'homme assassiné. Chaque fois que les notes de séance qu'il comparait allaient contre lui, il me lançait des signes solennel et impérieux. Il faut se souvenir que,
jusqu'à ce que l'on produise la miniature comme pièce à conviction au 5e jour du procès. Je n'avais jamais vu l'apparition dans la salle d'audience. Mais à présent que nous abordions la phase de la défense, 3 changements se produisirent. Pour ce qui est des 2 premiers changements, tout d'abord, la silhouette était maintenant continuellement présente lors des audiences. Mais elle s'adressait invariablement à la personne qui avait la parole, jamais à moi. Par exemple, la victime ayant été égorgée d'un coup tranchant, l'avocat chargé de la défense s'employa d'abord à suggérer que le défunt s'était lui-même tranché la gorge. À cet instant précis, l'apparition dont on voyait le cou, jusque-là bien caché, atrocement tailladé, survint aux côtés de celui qui parlait et fit de grands mouvements en travers de sa trachée de la main droite puis de la main gauche, pour montrer qu'il était impossible de s'infliger à soi-même ce type de blessure, quelle que soit la manière de s'y prendre. Un autre exemple. Une femme vint témoigner sur la moralité de l'accusé et assura dans sa déposition que c'était la personne la plus charmante du monde. À cet instant, l'apparition se dressa sur le sol face à elle, la regardant droit dans les yeux et montrant du doigt le bras tendu, l'expression malveillante du prisonnier. Le 3e changement qu'il convient de mentionner est celui qui me parut le plus évident et le plus marquant de tous. Je ne veux en tirer aucune conclusion particulière et me contente juste de le mentionner sans aller plus loin. Même si les gens auxquels elle s'adressait ne percevaient pas l'apparition, ils étaient systématiquement saisis de tremblements ou perdaient tous leurs moyens à son approche. J'avais l'impression que, en vertu de lois qui m'échappaient, la vision ne pouvait pleinement se révéler à personne d'autre qu'à moi, mais qu'elle pouvait venir troubler leur esprit de quelque manière invisible, silencieuse et mystérieuse. Lorsque l'avocat principal pour la défense formula son hypothèse d'un suicide et que l'apparition surgit à ses côtés en se tailladant violemment la gorge, tout le monde vit ce savant gentleman se mettre à bredouiller, perdre quelques instants le fil de son ingénieuse démonstration, s'éponger le front avec son mouchoir et devenir mortellement pâle. Lorsque la femme qui venait témoigner de la moralité de l'accusé fut confrontée à l'apparition, il ne fait aucun doute qu'elle suivit du regard la direction que cette dernière pointait du doigt et s'arrêta, confuse et désorientée, pour dévisager longuement le prisonnier. 2 derniers exemples, enfin. Au 8e jour du procès,
après la pause que nous faisions tous les jours en début d'après-midi pour nous détendre un peu en buvant une tasse de thé, je revins dans la salle d'audience en compagnie des autres jurés, quelques minutes avant le retour des juges. Ayant jeté un coup d'œil autour de moi depuis le box des jurés, je crus tout d'abord que la vision n'était pas là. Jusqu'à ce que, levant les yeux par hasard en direction de la galerie, je la vois se pencher en avant, en s'appuyant sur l'épaule d'une dame très respectable, comme pour vérifier si les juges avaient ou non repris leur place. À ce même instant, la dame poussa un cri et perdit connaissance. Et il fallut l'évacuer de la salle. Le même phénomène se reproduisit avec le juge qui conduisait le procès. Un homme respectable, subtil et patient. À la fin de toutes les audiences, alors qu'il s'installait avec ses documents pour en synthétiser les conclusions, l'homme assassiné se glissa par l'entrée des magistrats, s'avança jusqu'au bureau du président du tribunal et, penché par-dessus son épaule, fixa avec grande curiosité les pages de notes que celui-ci était occupé à feuilleter. Le président s'immobilisa, le visage décomposé. Il fut parcouru de ce frisson caractéristique que je reconnaissais bien maintenant, et balbutia. « Messieurs, veuillez m'excuser quelques instants. Je manque d'air dans cette atmosphère confinée. » Il dut boire un verre d'eau pour se remettre. Ce furent 10 jours interminables, dont 6 s'écoulèrent avec la même monotonie. Les mêmes magistrats et hommes de loi se succédèrent sur l'estrade, le même meurtrier dans le box des accusés, les mêmes avocats à leur table, les mêmes questions et réponses aux mêmes intonations s'élevant dans les airs au-dessus de nous, les mêmes grattements de plumes du greffier, les mêmes allées et venues des huissiers, les mêmes lampes allumées à la même heure, alors qu'il faisait encore jour dehors. Le même rideau de brume, voilant les hautes fenêtres lorsque la journée était brumeuse. Le même clapotis de pluie lorsqu'il pleuvait. Les mêmes empreintes de pas et les mêmes geôliers, le même prisonnier piétinant jour après jour la même sciure. Les mêmes clés, verrouillant et déverrouillant les mêmes lourdes portes. Journée monotone, si épuisante qu'elle me donnait l'impression d'avoir présidé ce jury depuis des siècles. Comme si Piccadilly avait prospéré à la même époque que Babylone. Et, tout du long, l'image de l'homme assassiné se dessinait devant mes yeux, avec la même précision. Aussi précisément que je voyais les vivants autour de moi. Mais je dois ajouter que, pas une seule fois, je ne vis l'apparition de celui que je nomme le trucidé regarder le meurtrier.
Je passais mon temps à me demander « Mais pourquoi ne regarde-t-il pas le meurtrier ?» Mais non. Jamais il ne le regarda. Moi non plus. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que la miniature avait été exhibée. Et ce, jusqu'aux toutes dernières minutes du procès. Sept minutes, exactement, avant 10 heures du soir. Nous nous retirâmes pour délibérer. Cet idiot de conseiller paroissial, flanqué de ses 2 acolytes pique-assiettes, soulevait tellement d'obstructions que, par 2 fois, nous dûmes retourner en salle d'audience pour demander au président du tribunal de nous relire certains passages de ses notes. Aucun des 9 autres jurés, ni, je pense, aucun des magistrats n'avait de doute sur ces passages-là. Mais c'est justement pour cette raison que notre trio de crétins, qui ne cherchaient qu'à faire barrage à la justice, s'acharnait à les contester. Nous finîmes par l'emporter. Et, à minuit moins 10, le jury entra à nouveau dans le tribunal. Le trucidé se trouvait à ce moment-là exactement face au box des jurés, de l'autre côté de la salle. Au moment où je prenais place, il me regarda fixement et attentivement. Il semblait satisfait. Se saisissant d'un grand voile qu'il tenait pour la première fois sur son bras, il le déplia lentement au-dessus de sa tête et de toute sa personne. Je rendis notre verdict. Coupable. À ce moment-là, le voile tomba sur le sol. La forme avait disparu. L'endroit était vide. Selon l'usage, le juge demanda au meurtrier s'il avait une déclaration à faire avant que soit prononcée sa condamnation à mort. Celui-ci murmura quelque chose d'incompréhensible que les principaux journaux décrivirent le lendemain comme quelques mots décousus, incohérents et presque inaudibles, auxquels on crut saisir qu'il se plaignait de ne pas avoir eu un procès équitable, car le président du jury était contre lui. En réalité, l'incroyable déclaration qu'il fit était celle-ci.
Votre honneur, je savais que j'étais condamné depuis la minute où le premier juré est entré dans le box. Je savais qu'il ne me laisserait aucune chance, votre honneur, parce qu'avant mon arrestation, il s'est introduit mystérieusement jusqu'à mon lit pendant que je dormais, m'a réveillé et m'a passé une corde autour du cou. Et voilà la fin de cette histoire, brave Jeanne. Et la musique toujours. Le plaisir. Voili, voilou. Le plaisir.